Cette semaine, je reçois Charles Pomarède, le fondateur de Enacle. Charles a grandi en région parisienne et habite à Casablanca depuis plus de 17 ans. Après avoir revendu sa précédente entreprise, Charles s'est attaqué à la problématique de la mobilité en Afrique. Les villes africaines grandissent plus vite que leur transport public, ce qui crée ce qu'on a tous connu, des embouteillages et des trajets de plus en plus longs. Avec son cofondateur, il a levé 2,3 millions de dollars récemment, et dans cet épisode, il m'explique comment il compte créer une nouvelle forme de transport collectif grâce à la technologie. Je m'excuse pour la qualité du son, on a eu un petit problème technique avec le mien, mais celui de Charles, a priori, est bien dans cet épisode. Sur ce, voici ma conversation avec Charles Pomarède, CEO de Enacle. Charles Pomarède, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là. Écoute, je suis super content de te recevoir. Je te disais là, avant qu'on lance Play, que plusieurs invités m'ont parlé de toi et m'ont parlé de ta boîte Enacle. Super content de te recevoir. Vous êtes une boîte dans la mobilité. On va en parler. Vous venez de lever 2,3 millions d'euros pour ça, justement. Et donc, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et expliquer un petit peu ce que c'est Enacle? Oui, alors écoute, Enacle, alors moi, très très vite, je m'appelle Charles Pomarède, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et je vis à Casablanca depuis 17 ans maintenant. Avant d'installer mon camp de base ici, j'ai toujours vécu et grandi en région parisienne. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études à l'ESSEC à Cergy. J'ai travaillé dans le conseil pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai eu une opportunité de venir développer et travailler dans le conseil au Maroc. Ça a été un choix familial aussi qu'on a fait à deux avec ma femme. Et un an après être arrivé au Maroc en tant que salarié, j'ai démissionné et j'ai lancé une première boîte qui s'appelait Maroc Intégration, qui existe toujours, que j'ai créé en 2010, que j'ai revendu fin 2019 à un groupe européen du nom de Anywhere, groupe avec lequel je suis resté pendant presque 3 ans, parce que j'ai pris la direction de l'Afrique. Donc l'objectif, c'était de dupliquer l'activité dans d'autres pays que le Maroc. Et en 2023, j'ai décidé de quitter Anywhere pour relancer un projet entrepreneurial, cette fois-ci pas seul, puisque je me suis, on s'est assis avec Samir Benani, qui est mon cofondateur. On se connaît depuis une quinzaine d'années, et ça faisait longtemps qu'on voulait lancer quelque chose ensemble. Et là, on a senti qu'il y avait un gros sujet à creuser, et c'est comme ça que Enacle est né. Ok. Peut-être on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Enacle, c'est une boîte qui est dans la mobilité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est Enacle avant qu'on rentre justement dans le détail? Oui, alors, Enacle, c'est comme souvent, ça part d'un constat simple. Et ça aborde une problématique qui est plus complexe. Le constat, c'est que aujourd'hui, les grandes villes des pays émergents, notamment en Afrique, et notamment au Maroc, elles grandissent plus vite que leur mobilité. C'est-à-dire que la ville grandit, la population s'accroît, mais l'accès au transport ne suit pas, en tout cas pas au rythme où ça devrait satisfaire l'ensemble des besoins. Donc, l'accès au transport, c'est énormément de sujets. C'est l'accès à l'emploi, c'est l'accès à une vie plus agréable pour les habitants d'une ville, c'est la sécurité, c'est un sujet de coût, ça touche beaucoup de choses. Donc, nous, notre constat, c'est que le transport collectif existe, notamment dans des villes comme Casablanca. Il se développe bien d'ailleurs. Je trouve que par rapport à il y a 10 ans, ce qu'a mis en place Casa Transport et la ville, c'est en nette progression, mais c'est toujours insuffisant. Euh, le deuxième constat, c'est que on a connu une révolution digitale avec le transport individuel. Donc ça parle à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a eu l'apparition d'applications où on pouvait commander un transport qui venait chez soi avec une expérience digitale, un confort, un prix à peu près juste. Mais cette révolution digitale, on ne l'a pas vue dans le transport collectif.
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais ce qui est certain, c'est qu'en 2023, quand on a identifié le problème lié à la mobilité et on s'est dit, il y a quelque chose à faire, à valoriser, à développer le transport collectif, c'est aussi un moment où la technologie était prête pour accompagner cette transformation. Donc, le projet de ENAC, c'est prendre la technologie de la mobilité, développer soi-même une technologie qui est adaptée à la mobilité collective. Donc nous, notre focus, c'est du transport collectif qu'on fait au travers de différents types de véhicules. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'est comment on peut accompagner et les habitants d'une ville et même les villes à mettre en place des modes de transport qui soient modernes, qui soient digitaux, qui soient flexibles et qui soient efficients. Voilà la big picture de départ, on va dire. En fait, la base un petit peu de ce que vous faites, c'est ce que tu disais sur le fait que il y a un problème de transport urbain, il y a un problème de mobilité dans la ville et il y a quelque chose qui manque. J'aimerais bien deep dive un petit peu dans ça. La première brique dont tu as commencé à parler, c'est les transports publics. Au niveau des transports publics, qu'est-ce qui manque? C'est-à-dire, est-ce que c'est un nombre de lignes? Est-ce que c'est une fréquence? C'est la disponibilité? C'est un nombre de personnes qui est trop important dans la ville? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un gap entre l'offre disponible dans le transport public et la demande dans une ville comme Casa ou une autre ville en Afrique? Il y a, alors, je ne vais pas parler que de Casablanca ou que du Maroc d'ailleurs, mais il y a souvent un sujet de moyens. C'est-à-dire combien je suis prêt, moi, autorité publique, quelle est la capacité que j'ai à dépenser dans un transport public. Aujourd'hui, alors, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits à Casablanca, ça tout le monde le sait, mais c'est pas le cas dans toutes les villes, que ce soit ni au Maroc ni dans des grandes villes en Afrique, parce qu'il y a aussi un sujet de moyens. Le transport, c'est souvent de l'infrastructure qui prend du temps, qui coûte, qui nécessite des financements. Quand tu développes un tram, bah, on l'a vu quand il a été lancé à Rabat ou à Casa, c'est plusieurs années pour pouvoir le mettre en place. Même quand tu mets un BRT comme on a à Casa, donc c'est un bus intelligent avec une voie dédiée, bah, c'est énormément de travaux d'infrastructure à faire. Donc, euh, les villes le font, mais c'est sur un temps long. Et entre le moment où tu as dessiné ton plan pour dire, OK, je vais lancer une ligne de tram qui va desservir quartier A, B, C, D, et le moment où elle est mise en œuvre, en attendant, tu as les quartiers E, F, G, H qui sont sortis aussi de terre. Et tous les quartiers ne nécessitent pas qu'on ramène un tramway ou un train ou autre. Du coup, l'alternative à ça, ça peut être des lignes de bus classiques, comme on connaît, c'est-à-dire horaire fixe, cadence. Mais ça aussi, c'est de l'investissement parce qu'il faut acquérir les bus. Il y a un sujet de est-ce que finalement de dimensionnement de l'offre et de la cadence par rapport aux besoins réels. Et, et c'est des choses qui, je pense, sont beaucoup plus simples à mettre en place dans une ville dont la taille géographique est à peu près figée. Par contre, dans une ville où il y a un ou deux quartiers ou trois qui se créent par an, voire plus, c'est beaucoup plus complexe. Donc, on a notre système, le système qu'on développe, c'est un transport collectif on demand et surtout flexible, c'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter en fonction des besoins réels, de la demande, et qui ne nécessite pas d'infrastructures lourdes à déployer ou d'investissements lourds. Donc pour nous, et c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est on veut venir compléter le service de transport public existant dans une ville, selon qu'il soit sur une échelle de 1 à 10, de 2 sur 10 ou de 9 sur 10, il y a toujours des besoins de rabattement et de complément par rapport à ça. Donc, on est capable d'ouvrir des lignes pour desservir un quartier en 48 heures.
tu confies demain à une autorité publique, tu lui dis, voilà, ils prennent la décision de lancer une ligne de bus pour aller dans un quartier, ça va prendre des mois à se mettre en place. Ouais. Il y a un sujet de timing, c'est-à-dire que ça prend, vous allez être capable et ça va être intéressant même de comprendre la solution que vous mettez en place, mais vous êtes capable de lancer une ligne, en tout cas d'adapter les choses pour lancer un nouveau quartier rapidement, ce qui n'est pas possible. Et un sujet de complément, c'est-à-dire ce que tu dis aussi, c'est le transport public qui se développe, mais on peut être à côté du transport public, développer aussi ça et peut-être cibler des quartiers qui sont peu ciblés. Euh, et d'un point de vue investissement, c'est aussi un investissement important, les transports publics. Euh, Comment est-ce que vous faites pour que vous, de votre côté, l'investissement soit plus faible? Est-ce que c'est de l'infrastructure qui est différente? C'est des bus qui sont différents? Comment vous faites? Le sujet, c'est que, en fait, nous, on apporte un modèle qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que l'investissement en cash et la technologie, elle est prête. Ça, c'est notre travail, c'est nous qui l'avons déployé, donc et on continue à l'enrichir. Après, tu as des véhicules et des chauffeurs. Grosso modo, nous, on est capable de proposer la technologie, on est capable de gérer des opérations de transport et de mettre en place tout un réseau. On peut proposer les deux, l'un ou l'autre. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui et qu'on n'a pas encore vocation à le faire, c'est faire de l'acquisition de véhicules. Le modèle qu'on a testé pour le moment et qui fonctionne bien, c'est des véhicules de capacité de 15 à 20 places, donc des minibus, qui sont aujourd'hui détenus par des entreprises privées, d'accord, qui nous mettent à disposition de la capacité. Donc en fait, le financement, on le fait porter par un acteur tiers qui, lui, va acquérir les assets, et puis nous, on va faire tourner les véhicules et on va le rémunérer sur la mise à disposition. Ça, c'est le modèle tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Maintenant, on veut aller encore plus loin dans ce modèle-là. On a une vocation aussi, une ambition sociale aussi dans Enact, qu'il soit un modèle qui fonctionne aussi pour tout le monde. Et on veut promouvoir notamment des chauffeurs qui pourraient être auto-entrepreneurs et qui pourraient acquérir eux-mêmes un véhicule grâce à nous, parce que nous, on leur apporte le business récurrent, l'activité, et eux pourraient financer, en tout cas obtenir un financement pour un véhicule, prendre un leasing, et puis au bout de 4 ans, ils ont payé le financement. Donc ça, c'est aussi un autre modèle possible. Ce que je veux dire, c'est que soit on trouve des personnes qui ont déjà le véhicule, et ça peut être les autorités, hein, ça peut être une ville ou une région qui décide d'acheter un parc de 50 minibus pour faire du transport scolaire, par exemple, et qui va dire, non, ben, par contre, je vous confie la gestion, et nous, on est capable de mettre ça en place très très vite. Donc c'est quand même c'est quand même beaucoup plus simple d'acquérir ce type de flotte, que ce soit à niveau micro pour un auto-entrepreneur, ou une dizaine pour une société, ou une cinquantaine pour une administration, plutôt que d'acquérir et de commander des bus ou des rames de tramway. C'est intéressant. Donc en fait, ça peut autant être donc des entreprises avec lesquelles vous avez des contrats pour les transports de leurs employés, comme des consommateurs, donc du B2C, donc moi qui demain a envie de faire un trajet, qui peut utiliser l'application pour aller d'un point A à un point B, soit des organismes publics qui veulent mettre en place du transport à l'échelle d'une ville ou d'un quartier ou d'une région et qui peuvent passer par Enarch. Donc il y a vraiment tous ces types-là de clients qui peuvent utiliser la solution. Ouais, c'est ça. On a la ligne B2B. Là, c'est les entreprises qui vont payer pour leurs salariés, et on est focus sur tout ce qui est déplacement domicile-travail. Donc c'est vraiment comment je fais venir, mais comment déjà c'est un outil de recrutement, c'est-à-dire ça permet on s'adresse principalement aux entreprises qui sont excentrées, qui sont dans le Grand Casablanca par exemple, pas celles qui sont au cœur de la ville où il y a déjà tout ce qu'il faut en termes de transport, taxi, VTC, bus, etc. Nous, nos clients, ils sont en périphérie de Casablanca, donc souvent dans des zones qui sont pas très accessibles, où il y a
très très peu, voire pas de transport public. Et donc ça, c'est la première branche, c'est le B2B, l'entreprise met ça en place. C'est du transport mutualisé entre différentes entreprises. Elles payent à la place occupée par salarié. Ça, c'est la ligne B2B. On a ce qu'on appelle le B2G, donc c'est de proposer à la ville, la région, des autorités, on va dire publiques, ça peut être des zones industrielles aussi, de mettre en place et de piloter un réseau de transport collectif pour desservir certaines destinations pour eux. Donc c'est de la gestion sous-traitée qui nous sera déléguée. Et ça, on peut le faire grâce à la technologie qu'on a développée. Et maintenant, le B2G fait monter des gens. Et ces gens-là, c'est des usagers comme toi et moi. Donc c'est la cible, on va dire, B2C, qui, eux, vont pouvoir profiter du réseau qui a déjà été créé, qui tourne pour pouvoir réserver une place assise dans un trajet pour aller à la destination qu'ils souhaitent. C'est super intéressant. D'un côté, on a parlé des transports publics et de ce qui manque et de ce gap que vous avez vu et où vous vous êtes dit que vous pouviez créer une nouvelle solution en complément des transports publics. Et en fait, de l'autre côté de cette petite ligne, il y a tous les Uber, InDrive, Carim, etc. Tous les VTC et le ride pooling qui existent depuis quelques années. De ce côté-là, qu'est-ce que vous avez vu qui était manquant ou qui était problématique sur lequel vous pouviez rentrer? Ce qu'on entend souvent, c'est le sujet du prix. Ça, c'est quelque chose qui reste cher. Vous pouvez aussi prendre plus de monde, donc c'est intéressant. Mais est-ce que tu pourrais parler aussi de ce côté-là de l'équation et expliquer peut-être pourquoi c'est inefficient ou pourquoi c'est incomplet? Ouais, alors je pense que c'est efficient. En tout cas, ils l'ont prouvé, ils sont là, incomplet clairement, ça l'est. Euh, En fait, il y a un peu un zoom en ce moment sur ce sujet-là pour pas mal de raisons, mais il y a plusieurs choses. La première, c'est que nous, on a une conviction forte, c'est que pour absorber les flux de population qui vont arriver, je parle de Casablanca, je parle de Abidjan, je parle de Dakar, je parle de plein d'autres villes, le transport individuel n'est pas la réponse à ce problème-là. C'est-à-dire que si on ne développe que des solutions de transport individuel avec une personne par voiture, je compte pas le chauffeur, plus personne ne va circuler. Donc, ça c'est notre conviction. Donc, nous, on est déjà parti sur le collectif à la base, quel que soit ce qui existe déjà. Maintenant, tu l'as très bien dit, aujourd'hui, sur le transport individuel, il y a des solutions qui existent. Déjà, il y a les taxis à la base. Et puis, il y a eu les VTC qui sont arrivés, qui répondent à un vrai besoin, sinon il n'y aurait pas autant d'usagers. Il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est la scalabilité du modèle. C'est que si 1 million de personnes se mettent à utiliser des VTC, en fait, plus personne pourra circuler dans la ville. C'est ce que je veux un peu d'expliquer. Deuxième, ça reste un produit qui est facile et peut-être accessible pour des courtes distances, mais pour des distances plus longues, ça devient très rapidement cher. Je vais te donner un exemple. On a des lignes qui fonctionnent nous tous les jours, qui vont de Sidi Bernoussi, d'accord, jusqu'à Kazan-Yershor, par exemple, ou même Bouskoura. Une ligne comme ça, si tu commandes un VTC, tu en as à peu près entre 40 et 70 dirhams minimum. Nous, d'où le prix du ticket, c'est 20 dirhams. Donc, pour te donner un ordre d'idée, c'est que le VTC fonctionne sur des courtes distances, mais dès qu'on va desservir des gens qui sont plus éloignés du centre et qui ont donc plus de distance à parcourir, c'est-à-dire au-delà de 10 km, le VTC devient hors de prix. En tout cas, il est accessible pour 1% de la population. Nous, c'est pas ce pourcent-là qu'on adresse avec NACL, c'est les 99% restants. Donc le VTC marche, il fonctionne, il est très bien pour ville à l'intérieur de la ville. Nous, on est beaucoup plus sur des grandes distances, sur des trajets périurbains.
Et le fait de partager un véhicule, aujourd'hui, nous, on est sur des véhicules, on a en moyenne 12 personnes par trajet. Donc, ça permet de vraiment de baisser le coût de la course et de le rendre, de s'approcher d'un prix qui soit accessible au plus grand nombre. C'est intéressant. Donc, la majorité des trajets, ça va être entre une zone périurbaine ou un centre-ville et une zone en dehors d'une ville ou une zone industrielle. Et ce que tu disais sur le prix que vous êtes capable de proposer, généralement, les trajets sont autour de 20 dirhams par trajet. Ouais, exactement. C'est le ticket. Aujourd'hui, le ticket moyen, il est à peu près à 18 dirhams. D'accord. Ok. Il a 18 dirhams, ce Par contre, qui... il faut le rapporter à la distance. En fait, on s'efforce de ne jamais annoncer un prix sans la distance parce que 18 dirhams, ça ne parle pas beaucoup. C'est 18 dirhams et notre trajet moyen, il fait 20 kilomètres. Ouais, d'accord. Ok. Ok. Ouais, donc vous allez être clairement en dessous d'un VTC, en dessous d'un taxi blanc qui fait le... Enfin, non, autour du... Parce que Non, avant mais que c'est intéressant, c'est un vrai sujet. Avant qu'Enacle existe, comment ces trajets étaient faits? C'était quoi le panier moyen de ce trajet-là de 20 km? Et j'imagine que c'était une combinaison de plusieurs transports publics probablement. C'est exactement ça. En fait, tu as résumé aussi la principale problématique qu'on essaie de résoudre, c'est que euh, on essaie d'apporter un transport collectif qui soit du quasi porte-à-porte. Avec, tu montes dans un seul véhicule. Et ça fait une énorme différence. Là, on a beaucoup parlé de prix, mais il y a aussi la convenience, c'est-à-dire le côté de je marche jusqu'à mon point d'arrêt, qui est à moins de 5 minutes à pied de chez moi, et ensuite je suis amené directement à mon travail. Donc effectivement, là, le cas d'usage classique, c'est une personne qui va marcher 10 minutes, qui va récupérer un grand taxi. Donc lui, je vais hocher la tête parce que le grand taxi, un trajet coûtera moins cher que nous. Ça va être 6-7 dirhams. Par contre, il prend jamais un seul. C'est rare qui prennent un seul mode de transport. Donc, ça va être du grand taxi cumulé à du tram, cumulé à parfois c'est marche, puis train, puis petit taxi. Parfois c'est petit taxi, je vais à la gare, je prends mon tram, je reprends un petit taxi. Donc, c'est un cumul qui fait qu'à la fin, les gens vont payer quelque chose qui va être proche de du tarif qu'ils payent avec nous. En fait, c'est à peu près ça notre objectif. On veut pas être compétitif, on veut pas concurrencer le tram qui va prendre quelqu'un qui a une station en bas de chez lui et qui a une station en bas de son bureau. C'est pas notre modèle, c'est pas notre sujet. Le tram est beaucoup plus efficace pour ça, même en termes de prix. Par contre, le tram, il faut aller le récupérer. Et souvent, les gens, ils prennent un moyen de transport pour aller jusqu'à la station et ensuite un autre moyen de transport. Et donc là, nous, on devient très compétitif dans ce cadre-là. Je suis curieux de savoir le début de Enacle, comment ça s'est passé. Tu me disais que vous aviez commencé, je crois, en 2023 euh, avec Samir Benali. Comment vous avez eu cette idée? Comment vous vous êtes lancé? Comment vous avez fait pour les premières étapes? Parce que c'est une idée qui est intéressante de se dire, ok, on va flexibiliser un peu le transport collectif et créer ce modèle qui n'existe pas encore au Maroc. Mais dans l'exécution, ça semble compliqué. Parce que il faut avoir des véhicules, il faut commencer à mettre en place des trajets. Je ne sais pas s'il y a des sujets de régulation ou pas. Enfin, ça semble être une idée qui est compliquée à mettre en place. Et je suis curieux de savoir comment vous avez eu l'idée et comment vous avez commencé un petit peu dans les premières étapes à exécuter ça. Écoute, le... bon, on a quand même regardé. Souvent, tu as une idée, une intuition. Euh, Tu vois, Sabir, lui, il travaille dans le transport de personnel depuis 15 ans avec une entreprise qui fonctionne bien sur un mode traditionnel, classique. Euh, je, je, je pense qu'il faudra que tu lui demandes quand tu l'inviteras, mais l'objectif aussi, c'était de dépoussiérer ce marché-là et de le rendre beaucoup plus flexible, ouvert, digital. Et surtout, en fait, le constat, il est
qu'il y a un marché du transport du personnel qui existe au Maroc, qui existe dans d'autres pays émergents, c'est-à-dire que les salariés organisent le transport, les entreprises organisent le transport pour leurs salariés. Mais pourquoi ils le font en fait? Ils le font pour une bonne et simple raison, c'est que ils remplacent le transport public qui n'existe pas à cet endroit-là. Et finalement, s'il n'existe pas pour les salariés d'une entreprise qui prend en charge le transport, il n'existe pas pour les salariés des autres entreprises non plus. Donc l'idée, c'est comment tu démocratises ce mode de transport collectif en partant du constat qu'il y a un marché privé un peu restreint qui existe et comment on peut le rendre beaucoup plus large. D'accord? Pas l'adresser juste à ceux dont l'entreprise a dit je paye. Parce que c'est pas non plus toutes les entreprises qui font ça. Les PME ne proposent pas ça. Souvent, c'est les grandes entreprises industrielles, etc. Donc ça, c'est le premier constat. Après, deuxième chose, quand on réfléchit à l'idée, comme souvent, on regarde ce qui se passe ailleurs. Et donc là, on regarde un peu en Europe, aux États-Unis. C'est des bons benchmarks, mais en même temps, on n'est pas sur les mêmes marchés. Et on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est émergent dans des pays qui ressemblent plus au Maroc, avec des acteurs qui ont commencé à se développer depuis certains 2 ans, d'autres 3 ans, 4 ans. Il y en a en Égypte, il y en a en Turquie, il y en a au Mexique, en Afrique du Sud. Donc on a trouvé des modèles avec des boîtes qui avaient envie de résoudre le même problème que nous. Donc on se dit, écoute, s'ils existent dans ces pays-là, qui sont souvent des bons benchmarks pour le Maroc, c'est que on n'est pas à côté de la plaque et qu'il y a quelque chose à faire. Après, pour lancer ça, il y a deux aspects. Un, il te faut une technologie. Deux, il te faut un certain nombre de véhicules avec des chauffeurs. Véhicules chauffeurs, ça se trouve, il y a un marché structuré, notamment le transport des sociétés qui ont des véhicules. En plus, on bénéficie de l'expertise là-dessus de Samir, qui connaît bien le marché. Donc, on est allé beaucoup plus vite que si on sortait de nulle part. Et sur le sujet technologique, on a fait un choix. Donc, moi, j'ai la conviction que c'est le bon. C'est qu'on a dit on ne développe pas de technologie tout de suite. On va prendre une technologie qui existe ailleurs. On va travailler un peu avec. Mais au moins, on n'attend pas 9 mois ou 12 mois avant de se lancer. On se lance le mois prochain. On paye un SaaS qu'on peut utiliser. On teste ça. Si on considère qu'on a notre POC, qu'on est convaincu du modèle, non seulement on va pouvoir investir plus intelligemment, mais surtout on aura vu ce qu'on veut développer, ce qu'on veut garder, ce qu'on veut faire différemment. Et donc, pour aller vite, on a choisi, c'est un peu l'inverse de ce que font pas mal de boîtes, parce que nous, la technologie, elle est essentielle, mais c'est pas que ça. Nous, on opère des gens, on va chercher des gens tous les jours, ils doivent être transportés. Donc, on a fait le choix d'aller vite là-dessus en prenant une technologie tierce qu'on a utilisée pendant, il me semble, 18 mois, un petit peu moins. Et au bout de 6 mois, on avait... Alors, peut-être pour la petite histoire, on a quand même rodé des choses, hein, c'est pas sorti d'un coup. Première semaine d'opération, je pense qu'on a décidé de lancer le projet au mois de septembre. On a travaillé dessus et les premières lignes test, c'était en février, à Casa. C'est On rapide. se dit, ouais, et bah, après sur une période, sur un nombre restreint, mais on s'est dit, il faut y aller, quoi, il faut tester. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on va lancer des lignes, on va essayer de communiquer dessus et on va prendre tout ce qui arrive. Tous les gens, ils vont pouvoir réserver. Donc, c'est un modèle qu'on appelle le free floating dans le jargon, c'est-à-dire que toute la ville est ouverte et n'importe qui peut réserver. Et le trajet va s'adapter en fonction de qui aura réservé, quel que soit le lieu où il est. On a fait ça la première semaine, le premier jour, et on a arrêté au bout de 2 semaines. En fait, c'était ingérable.
ingérable parce que tu as des gens qui réservent, qui se présentent pas. Tu en as d'autres qui réservent dans des quartiers complètement excentrés. Et donc, en fait, le gars, au début, il a réservé, il pense que son trajet va durer 20 minutes. Et puis, en fait, il y en a un autre qui a réservé entre-temps. Il s'aperçoit que ça va durer 1h15. Donc, en fait, le modèle complètement ouvert ne marche pas. Donc là, on a commencé à regarder comment optimiser ça. Et aujourd'hui, on est sur un modèle beaucoup plus cadré qui permet d'avoir à la fois la flexibilité de réservation, mais en même temps un temps maximum dans les trajets autorisés. Ça, c'est la technologie qui te permet finalement de cadrer, d'organiser tout ça. Donc pour résumer, on a trouvé des véhicules assez vite pour lancer. On a utilisé une technologie tierce qu'on a mis en place, qu'on a customisé en 2 mois, enfin qui nous ont customisé. Et on a fait monter nos premiers usagers comme ça. Et puis on a itéré, on a testé un modèle, comme j'ai expliqué, puis un autre. Et ça nous a pris à peu près 6 mois pour rôder sur le terrain, pour tester. Mais il faut quand même se dire que ça coûte de l'argent, c'est 6 mois. Donc tu peux pas le faire, tu peux pas le faire éternellement. Et c'est pour ça qu'on a aussi levé des fonds quand on avait trouvé un modèle qui nous semblait intéressant pour se développer Ça, dans c'était les dès le 3-4 début, vous avez prochaines levé années. des fonds? Ou c'était une fois que vous avez justement mis en place la technologie que vous avez utilisée, la technologie tierce, testé un modèle, un deuxième, à quel moment vous avez levé? On a commencé à lever au départ quand on avait les slides, on va dire, c'est-à-dire quand c'était encore théorique. Donc là, à ce moment-là, tu lèves plus bien sûr, sur une idée, et puis sur notre expérience chacun, en fait, la somme de nos expériences, euh, euh, c'était notre meilleur atout. Euh, Tu vois, je pense que c'est pas quelque chose que je conseillerais à quelqu'un qui sort d'école ou qui finit ses études et qui lance son premier truc, parce que c'est très compliqué de lever si t'as pas 1 euro de chiffre d'affaires ou un dirham de CA juste sur un papier. Enfin, j'ai l'impression que ces trucs-là, ça se passe que dans la Silicon Valley et encore, ça se passait. Sauf si tu es dans des trucs très spécifiques, la deep tech, etc., qui nécessitent des années de R&D. Mais nous, on est sur un sujet très pratique. Donc, on a commencé à lever, on s'est autofinancé au départ. Et on a commencé à chercher des fonds 4-5 mois après avoir démarré ensemble le projet. Sur la techno, curieux de comprendre, sur la techno et aussi sur comment vous avez opéré le modèle, je suis curieux de voir comment ça a évolué. Tu disais au début, tu disais free floating, donc c'est dans la ville et n'importe quel consommateur peut booker. C'était un peu l'idée de faire un ride-hailing en transport collectif, quoi. C'est un petit peu ça le modèle Ouais, initial. exactement. C'est exactement le concept. Ouais, ouais. Euh, donc ça, c'était la C'est-à-dire, première tu appliques assumption. complètement le modèle VTC Modèle ultra ouvert. VTC, mais Voilà. en transport collectif. Ça, c'était step one. Tu disais c'est compliqué parce qu'il y a trop de monde et donc c'est difficile à gérer, les trajets sont trop longs, etc. Euh, Comment vous avez itéré sur ça? Vous avez fixé des lignes spécifiques entre une partie de la ville et une autre? Comment vous avez fait? Ouais, alors il y a deux complexités à mettre en place un modèle complètement ouvert. Le premier, c'est le real time. Parce qu'autant c'est faisable quand il n'y a que toi qui est ramassé, autant c'est beaucoup plus complexe parce que si quelqu'un vient te chercher et qu'entre-temps quelqu'un d'autre réserve, est-ce que tu le prends, est-ce que tu le prends pas? Donc, il s'avère que c'est pas si simple à gérer. Les deux sont possibles, mais il faut le mettre sous contrainte. Donc il y a la question du real time, jusqu'à quand je peux réserver. Et il y a la question de la délimitation géographique, euh, les frontières qu'on va mettre à un véhicule. Et ça, on l'a testé, on a pas mal itéré en testant différentes lignes sur le terrain, en voyant ce qui marche pas. On a pas mal échangé aussi avec des gens qui ont déjà mis ça en place ailleurs, dans d'autres pays. Et il s'avère qu'entre le modèle totalement libre, qu'est le free floating, et le modèle totalement ancien
classique qui est la ligne de bus fixe à horaire fixe, connue 6 mois à l'avance et qui passe tous les jours par les mêmes arrêts, il y a quelque chose d'intermédiaire. Et donc, grosso modo, ce qu'on fait, c'est on va définir un point d'origine et un point de destination. Donc, on part toujours de la destination. C'est-à-dire, je vais desservir Kazan-Hirschhorn. Je vais définir un point d'origine qui va être, j'en sais rien moi, centre-ville, les Twins. Entre ces deux points-là, je vais mettre un nuage de points qui sera préparamétré dans l'app, qui seront réservables. Donc, tous ces points, n'importe qui pourra réserver dessus. Par contre, mais je vais mettre un corridor. Les points qui sont à côté, qui existent dans la ville, mais qui ne sont pas dans ce corridor, les gens ne peuvent pas réserver ne sont pas accessibles par cette ligne-là. Donc en fait, tu aides l'algorithme, tu lui cadres un peu le champ des possibles, ce qui te permet de définir en fait des grands corridors avec des nuages de points qui vont s'allumer à chaque fois qu'une réservation est faite. Donc sur un trajet classique, on va mettre 40 à 50 points réservables, donc qui sont des virtual stops. Et à chaque fois que quelqu'un réserve, l'algorithme met à jour le trajet. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait rempli le véhicule. Quand il y a 20 personnes ou sur un véhicule de 20 places, on arrête les réservations. Donc en fait, on aide l'algorithme à être plus efficace en encadrant et en paramétrant la manière dont il va intervenir. Et on peut donner plus ou moins de flexibilité. Donc je peux dire, OK, cette ligne-là, je vais la laisser ouverte jusqu'à l'heure H- ou 10 minutes avant le départ. Ou alors je vais la laisser ouverte, les gens ne peuvent réserver que la veille pour le lendemain. Ça c'est aussi en fonction de l'habitude et Donc là, on va dire, généralement, du terrain. ils peuvent pas réserver le jour même. C'est-à-dire qu'ils vont réserver la veille pour le lendemain matin, par exemple? Non, alors on pousse les gens à réserver la veille, surtout pour les trajets du matin, qui commencent à 6 heures du matin. Donc on leur dit réservez avant 22 heures, la veille au soir. Et si vous aurez une place garantie. Sinon, après 22 heures, vous n'êtes pas sûr d'avoir une place. En fait, on voudra pas rallonger le trajet après ce moment-là. Parce qu'après, il y a un sujet sur l'heure. je- En fait, on s'engage sur une heure d'arrivée, nous. Donc on va dire, toi, Mohamed, tu vas prendre demain ton transport parce que tu veux être à 8h30 à l'usine. Donc je peux pas me permettre de te dire, en fait, finalement, demain, tu arriveras à 8h40 parce qu'il y a 10 personnes qui ont réservé entre-temps. Donc le 8h30, il ne bouge pas. Donc ce qui va changer, c'est l'horaire de départ. Donc, de manière très pratique, si tu réserves, toi tu vas réserver avant d'aller dormir, tu vas pas réserver à 3 heures du matin. Donc si tu réserves à 22 heures ou à 21h30 et on te dit ok on vient de chercher à 7h15 et qu'en fait à 3 heures du mat on t'envoie une notif pour dire qu'en fait on vient à 6h45, ça va pas te plaire en termes d'expérience usager. Donc ce qu'on fait c'est que les trajets du matin on incite les gens à réserver la veille et les trajets de l'après-midi ils ont jusqu'à 14h ou 15h. Mais il faut se dire que nous, on est sur un modèle récurrent où les gens poussent. On a d'ailleurs des gens qui s'abonnent sur le mois et on incite nos usagers. Nous, la majorité, ils réservent pour enfin, ils font au début de la semaine, le dimanche, ils font toutes leurs réservations. Tout à l'heure, tu parlais des autres players, des autres entreprises qui font ça sur d'autres marchés. Euh, Est-ce que tu peux me enfin, m'expliquer un petit peu, par exemple en Afrique ou au Moyen-Orient ou en Asie ou en Amérique latine, dans ces pays-là, dans ces continents-là, dans ces régions-là, quel est l'état un petit peu du marché? Est-ce qu'il y a des boîtes qui font ça? Où est-ce qu'elles en sont? Pour prendre un petit peu les benchmarks que vous avez. Oui, alors on a le premier benchmark qu'on a regardé, c'était en Égypte. Il y a une boîte qui a fait une startup qui a fait pas mal parler d'elle à un moment, qui s'appelle Swivel. C'est les premiers qui ont lancé ça de manière assez importante, notamment au Caire.
et qui a fait du bruit parce que alors ils ont très bien grossi et ils se sont je crois que c'est la première start-up égyptienne si je me trompe pas qui a été introduite au Nasdaq euh, il y a quelques années. Alors ça n'a pas été une À belle histoire 1,5 milliard financière. de valorisation. Ouais, et effectivement, et là c'est plus du tout leur valo, quoi. Ouais, Donc là j'ai ça n'a pas vu, été. là c'est 30 millions de dollars. Ils ont perdu 99% de leur valorisation. Je sais En pas ce qui s'est fait, passé. financièrement, leur histoire, elle est, c'est un cas d'école de choses à ne pas faire. Alors, je pense pas qu'ils l'ont fait. Voilà, je ne juge pas Je ce qui pense a qu'ils été sont fait. Je allés, dis ouais. juste qu'ils n'ont pas eu de pause sur certaines choses. Il n'y a peut-être pas eu les bons choix. Mais ça, c'est la partie financière. Maintenant, d'un point de vue business, ça marche. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'il y avait des fonds derrière qui les poussaient aussi à aller plus vite, plus gros. Euh, et ils se sont développés au départ exclusivement sur le B2C. Euh, et donc, ils ont fait vraiment une très, très, très grosse croissance en B2C. Je crois qu'à un moment, ils avaient 100 000 usagers par jour. Enfin, c'était très, très gros. Il faut juste se dire que le B2C, ça coûte très, très, très cher, à la fois, bien sûr, à acquérir un usager, mais aussi à opérer parce que tu n'as pas la garantie du remplissage. C'est beaucoup moins prédictible qu'un salarié B2B. Et donc ça, c'est chaud. Donc en fait, il y avait beaucoup de croissance, mais ils cramaient énormément d'argent. Deuxième chose, ils ont switché de modèle, ils ont mis plus la priorité sur le B2B depuis 2 ou 3 ans et ils sont en train de vraiment de remonter la pente et c'est tout ce qu'on souhaite aussi parce qu'on veut qu'il y ait des belles boîtes qui réussissent. Et après, ils ont un facteur, vraiment lourd pour eux, c'est la dévaluation de la livre égyptienne parce que grosso modo, tu peux avoir de la croissance locale, mais en fait, ton CA, il s'effondre quand même si, si ta monnaie se dévalue. Donc en fait, quand tu es coté ailleurs, c'est un peu compliqué. En tout cas, ils ont. Et c'est une belle histoire d'un point de vue business, puisqu'aujourd'hui, ils ont plusieurs milliers d'usagers et ils sont rentables depuis peu. On a une très belle boîte qu'on a identifiée en Inde aussi, qu'on a aussi rencontrée, qui s'appelle Routematic. Tu vois, l'Inde, c'est toujours un bon laboratoire aussi pour, notamment pour le Maroc, mais d'autres pays forts, émergents, mais quand même en avance. Tu vois, ils ont. Et puis, alors, la taille du marché est énorme, mais Routematic, c'est une boîte qui vient de lever 35 millions, 35 millions d'euros. Je crois que c'est une série B ou C, qui est rentable, qui a une base de 100 000 chauffeurs. Et si je me trompe pas, ils sont même pas sur toute l'Inde, quoi. Ouais, ils en sont encore au Et stade où ils doivent être. ils sont en B2B. Ils sont en bit. Ouais, ouais, ouais. Ils sont quasi. Le gros de leur chiffre est en B2B. Ils doivent Ok. avoir 10-20%. Là, ils sont en train de développer une brique B2C. Euh, donc voilà, ça c'est un bel exemple d'entreprise voilà, qui transporte des milliers de gens et qui a trouvé aussi un niveau de rentabilité qui s'est basé sur sa technologie. Bon, c'est deux exemples. Après, tu as des boîtes plus sur des marchés non pas émergents, mais Europe et États-Unis. Le leader mondial s'appelle Via. Eux, ils ont démarré sur le modèle de transport à la demande collectif, notamment à New York, il y a quelques années. Et puis, ils ont petit à petit switché vers un modèle où ils étaient 100% technologiques. Donc, ils fournissent que de la technologie maintenant. Et leurs clients, c'est des villes ou des régions. Ok. Lorsque vous êtes lancé, comment vous avez eu vos premiers clients? Est-ce que c'était des clients, tu parlais tout à l'heure, tu disais les PME, généralement, elles n'avaient pas de service, elles ne proposaient pas déjà un transport collectif, et les plus grosses boîtes, elles avaient du transport collectif. Donc, comment vous avez commencé votre go-to-market? Comment vous avez eu vos premiers clients? Est-ce que vous vous êtes dit, du coup, on va aller voir les plus petites boîtes qui n'ont pas de transport collectif, ou est-ce qu'on va aller voir des grosses boîtes et on va
essayer de remplacer la boîte qui leur fait déjà le transport collectif? Écoute, c'était clairement le premier choix, c'est-à-dire on s'est dit, et c'est toujours un de nos sujets de développement, même si c'est plus le seul maintenant, c'est d'aller là où il y a de la place. Euh, Avant d'aller se confronter au gros, allons là où il y a où on a un marché pour nous, parce qu'on est les seuls. En fait, l'offre de différenciation, on s'est dit, on a tout un marché qui n'est pas adressé aujourd'hui, c'est qu'on va aller voir les entreprises, on va leur dire, on va vous proposer du transport mutualisé. Donc vous n'avez pas la taille suffisante avec 40-50 salariés qui sont généralement répartis dans toute la ville. Là, tu n'as pas la taille critique suffisante pour pouvoir avoir un service de transport qui soit efficace. Tu vas devoir mettre à minima 3 ou 4 véhicules, donc ça va te coûter très cher, rapporté par salarié. Et, et donc nous, l'idée au départ qu'on a poussée, c'est de dire d'aller voir des clusters, donc des zones où il y a plusieurs PME, et de leur dire, bah, nous, au lieu de vous facturer un véhicule complet, comme font toutes les sociétés aujourd'hui, on va vous facturer une place. À chaque fois qu'un de vos salariés monte à bord, vous payez le prix de la place. Donc, ça va vous coûter moins cher, parce que s'il n'y a que 5 salariés à vous dans le véhicule, vous ne payez pas tout le véhicule. Par contre, euh, nous, on va aller trouver aussi d'autres personnes pour monter dans ce véhicule. Parce que sinon, forcément, d'un point de vue modèle économique, on ne s'en sort pas, puisqu'on a les mêmes coûts derrière. Et donc les premiers clients, c'est comme ça on on les a intéressés. C'est qu'en fait, jusqu'à présent, ils voulaient aider leurs salariés à venir au boulot, mais ils n'avaient pas l'offre disponible sur le marché, parce que le marché est très classique, très traditionnel, il fonctionne d'une certaine manière, et il n'était pas prêt à changer tout seul. Sur la partie, tu disais qu'il y avait plusieurs manières de le faire. Tu pouvais avoir les véhicules en propre, tu pouvais les louer à des boîtes qui détiennent les véhicules, et tu peux, comme le modèle des VTC, travailler avec des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs qui financent eux des chauffeurs, donc qui financent eux-mêmes le véhicule. Euh, sur cette réflexion-là entre détenir ou pas détenir ou louer, euh, comment, quelle est votre réflexion sur ce point-là? Euh, L'équation économique, comment vous la voyez? Je suis curieux de savoir en termes de business model, comment vous réfléchissez à ce problème-là. Effectivement, c'est intéressant de pas investir soi-même et de sortir ça de l'entreprise, mais ça te prend quelques points de marge en plus. Et donc, c'est plus compliqué d'avoir une bonne profitabilité, etc. pour l'entreprise. Donc, comment vous voyez ce sujet? En fait, là, Mohamed, tu as soulevé un point essentiel, c'est la marge qu'on perd, entre guillemets. Et puis, on est sur des métiers, le transport, un point de marge, c'est beaucoup. Donc c'est un sujet qui est, qui n'est- qui était important jusqu'à présent, mais si on veut scaler, comme on dit, c'est-à-dire multiplier par 10, 20 ou 30 notre activité, il faut qu'on trouve d'autres modèles. Euh, Aujourd'hui, ça, c'est des sujets qui sont ouverts. Ce qui est certain, c'est que NACL, telle qu'elle est aujourd'hui, on est une boîte technologique. On a qui opère également, mais nos investisseurs n'ont pas investi pour qu'on achète des flottes de véhicules, et c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire non plus. Donc, les investissements aujourd'hui qu'on a reçus, c'est pour développer la technologie, pour prendre une position sur le marché, pour éduquer le marché, pour croître, pas pour acheter des assets qui auront peut-être une valeur demain. C'est pas du tout notre modèle. Écoute, c'est des sujets qui sont ouverts chez nous. On a de quoi progresser, parce qu'on a quand même on crée un bon écosystème avec des sociétés qui ont des flottes de véhicules, qui nous font confiance.
on est très vigilant sur, voilà, sur la qualité, on audite chaque véhicule, on prend pas n'importe qui, on les paye en temps et en heure, il n'y a jamais un jour de décalage. Tu vois, on crée notre écosystème de sociétés de transport PME professionnelles. Euh, donc ça, on peut encore avancer avec ça. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, la voie d'après, c'est que quand on passe par une société de transport, bah, il prend sa marge, il y a les frais de structure, voilà, il faut payer les salaires, etc. Et pour nous, on les paye au mouvement, nous, les transporteurs. Donc, c'est-à-dire qu'on va leur payer, je dis n'importe quoi, 300 dirhams le mouvement, quel que soit le remplissage du véhicule. Donc, à 300 dirhams, à 20 dirhams le ticket, c'est un exemple, hein, il te faut 15 personnes dans le véhicule pour pouvoir juste payer les frais de transport. Donc, tu commences à dégager une marge brute à partir du 16e. Donc, euh, si tu arrives à baisser ton coût de 300 à 270 ou à 250, ton business model, il change complètement. C'est-à-dire que euh, tu dégages plus de marge plus rapidement. Donc ça, c'est un sujet important. C'est pour ça qu'on veut développer aussi d'autres systèmes avec les auto-entrepreneurs. Un Et autre est-ce que point... sur le modèle où Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, lorsque vas-y, vas-y. tu loues justement et que tu travailles avec ces PME-là qui détiennent des, des, euh, des véhicules, est-ce que tu peux être rentable lorsque tu rajoutes ensuite les frais, la tech, les opérations, les salariés, etc. Tu peux être rentable en louant le véhicule si tu réussis à remplir les véhicules? En fait, tu es rentable. Écoute, là, on a 2025, on a prouvé qu'on pouvait atteindre une marge brute positive. C'était une première étape. Maintenant, il faut plus de volume pour que cette marge brute positive te couvre aussi tes frais de structure. Donc, oui, on l'est, mais en fait, on ira moins vite. On sera toujours restreint et freiner. Donc, il faut qu'on puisse diversifier notre source de supply. On appelle la supply les véhicules qui sont mis à disposition. Donc, tu peux atteindre un modèle rentable. Ça sera plus long, ça sera plus laborieux, j'ai envie de te dire. Mais tu peux l'atteindre. Sauf que nous, on a quand même des objectifs, c'est de passer de 100, aujourd'hui on a à peu près 120 lignes qui tournent par jour, on veut arriver à 500 et puis ensuite à 800. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut que tu multiplies ta flotte par 4 ou 5. Je ne suis pas certain que le marché aujourd'hui soit capable de nous proposer ça, qu'il y en ait suffisamment. Donc c'est à nous de créer aussi cette extension de la supply. Et ça n'a que des avantages. Si on arrive à développer cette communauté d'auto-entrepreneurs, petit 1, ça crée des jobs et surtout pour les chauffeurs, c'est beaucoup plus intéressant, motivant, ils gagneront plus, ils auront un asset à la fin du mois. 2, nous, on y gagne parce qu'ils nous factureront moins. En gros, la marge, on la répartira entre eux et nous. 3, on sera meilleur, en tout cas, on aura plus la main sur la qualité de service parce que tu comprends bien que si moi je suis chauffeur, que je prends un crédit sur mon véhicule et qu'il faut que je bosse bien pendant 4 ans pour pouvoir le rembourser, je vais être motivé. Je vais être motivé et ma qualité, je vais être beaucoup plus vigilant que si je suis juste salarié et je peux bouger de l'un à l'autre. Et Donc il n'y a que la du positif difficulté dans ce qu'on fait. moi, effectivement, ça a l'air beaucoup mieux, effectivement, parce que tout le monde est aligné et aussi l'auto-entrepreneur, il finance son véhicule qu'il peut utiliser pour autre chose, etc. La difficulté que je vois, c'est que avec le modèle actuel en B2B, il va travailler que le matin et en fin de journée. Euh, non, c'est à nous de lui amener autre chose. Ok. Parce Donc en qu'effectivement, parallèle, tu développes une offre pendant la journée en B2C ou sur autre chose. exactement, Ok. il y a pas mal de boîtes qui fonctionnent en rotation avec des shifts. Ça, c'est quand même hyper important, c'est-à-dire que tu as
tu as des boîtes qui fonctionnent en 3/8. Donc, en fait, ça fait 6 mouvements par jour. 6 mouvements par jour, un chauffeur, bon, alors, il peut pas les faire lui tout seul, les 6, mais, mais à quatre mouvements par jour, il est rentable. C'est intéressant pour lui. Donc, il y a ça. Donc, il y a l'industrie qui t'offre ça. Il y a d'autres types d'usages avec des horaires décalés. Je te prends un exemple. On est en train de démarrer un super projet là, qui est dans le cadre avec la région pour le CMC, le Centre des métiers et des compétences de Noisseur. C'est à peu près, si je ne me trompe pas, 4000 étudiants. Euh, enfin, tu vois, si tu regardes où il n'y a aucun transport public qui y va. Il y a 4000 étudiants qui doivent venir. Et eux, bah, ils ont des horaires. Parfois, ils sont en cours le matin. Parfois, ils commencent qu'à 13h. C'est la moitié. Donc, ça te fait des shifts, des mouvements la journée. Donc, tu peux dire à un chauffeur, écoute, le matin, tu vas t'occuper de telle entreprise. À 13h, tu vas aller récupérer les étudiants là et les amener à telle université. Et à 18h, tu vas. Donc tu le complètes comme ça. Il y a les malls où il y a pas mal d'emplois. Les centres commerciaux, ils commencent à 10h. Tu vois, donc entre l'industrie qui commence à 6h30, les centres commerciaux qui vont ouvrir à 10h, les universités, les hôpitaux, tu arrives effectivement à caler. Mais ce que tu as dit, c'est un point important. C'est-à-dire qu'à 2 mouvements par jour, le chauffeur, il ne gagne pas sa vie, quoi. Ouais, mais ensuite, tu peux effectivement rajouter ces mouvements-là et faire en sorte qu'il ait une journée complète. C'est Intéressant. ça. La collaboration, le contrat avec, tu disais c'est c'est la région de Casablanca. C'est un projet pilote qu'on mène avec eux, oui, qu'on a remporté et en fin d'année et qu'on démarre sur des nouvelles formes de mobilité. Ça permet pour vous d'avoir d'un coup beaucoup plus de volume, ce qui est super intéressant. Et généralement, c'est des choses qui sont difficiles à faire pour un entrepreneur, un start-upper qui se lance et réussir à avoir ce type de deal. Donc, je pense que c'est intéressant de comprendre comment vous avez fait, comment vous avez réussi à convaincre la région, à mettre en place ce pilote. Et ça peut être utile pour tous les entrepreneurs qui se lancent et qui se disent, ça peut être intéressant peut-être de faire un pilote avec une région, avec une institution publique ou autre. Oui, oui, oui. Bah, en fait, pour nous, c'est un premier pas dans l'environnement institution publique et c'est notre vision. C'est-à-dire que euh, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, on travaillera avec des villes, encore plus, avec des régions, tout ce que tu peux trouver comme autorité publique. Euh, Après, comme souvent dans l'entrepreneuriat, ça fait 15 ans que j'entreprends parfois il y a des moments où il y a des opportunités qui arrivent que tu as préparées, mais c'est pas toi qui choisis le timing de quand elle arrive. Et là, pour le coup, on nous a partagé un appel d'offres qui n'était pas hyper communiqué non plus, c'est-à-dire que c'était pas visible partout, piloté par la région de Casablanca sur des nouveaux modes de mobilité. Et c'était très, très, très ouvert. C'est-à-dire que tu pouvais apporter n'importe quoi comme solution. Ils voulaient tester des choses innovantes à partir du moment où ça touche la mobilité. Donc j'aurais pu proposer des trottinettes, un système de ticketing ou Internet à bord, je ne sais pas, des bus, enfin peu importe, mais ça aurait pu être beaucoup de choses. Donc nous, on s'est dit, certes, c'est un projet pilote, mais on va y aller à fond. On va essayer de répondre voilà, avec un usage en se disant, OK, si moi je suis à leur place, pouvoir public, c'est quoi que j'ai envie, ce dont j'ai envie. Et donc, on leur a proposé de tester du transport à la demande collectif grâce à la technologie qu'on a développée au départ, pour faire du rabattement, notamment sur des zones pour rejoindre des points de transport déjà structurés et organisés. Et en leur expliquant que finalement, si on est capable de faire ça, on peut très bien lancer des lignes n'importe quand. Donc, ouais, on a essayé de répondre, je pense, le plus sérieusement possible. On a fait un dossier qui était costaud.
C'est-à-dire que quand tu sens qu'il y a une opportunité comme ça, voilà, tu vas vraiment dans le fond des choses, tu le fais pas à la va-vite. Voilà, on a essayé d'appeler, de voir nos actionnaires, des partenaires, savoir si s'ils avaient d'autres infos, s'ils savaient comment se passait l'appel d'offres et tout, enfin, de manière 100% conforme. Mais à un moment, il faut aussi que tu ailles chercher les atouts que tu peux avoir qui peuvent te pousser. Et je pense ils ont compris notre projet parce que c'était très pragmatique, ça répondait à une problématique. On essaie d'être chiffré, d'être sur la data en disant voilà, on va transporter tant de personnes par jour, le deuxième mois, le troisième mois, le cinquième mois, on fera des points. Donc ça leur a parlé. Et d'apporter aussi un petit peu de benchmark, c'est toujours bien de dire bah voilà, en fait, cette solution, ça existe ailleurs. Elle a fonctionné là et là, voilà les enseignements et donc ça vaut le coup de la tester à Kazan. Ouais. Donc là, on est Tu sur un disais ça. projet pilote, voilà, qui est censé durer quelques mois. On va revenir à l'épisode dans quelques secondes, mais juste avant, je voulais vous parler de quelque chose. Personnellement, j'adore regarder quelles sont les dernières startups qui se lancent au Maroc, mais on n'a pas toujours le temps de rester informé. Donc on a décidé de réunir toutes les startups à ne pas rater dans la Next Wave Startup List. Si vous êtes entrepreneur, si vous cherchez des idées, ou si vous êtes juste curieux et voulez savoir ce qu'il se passe au Maroc, c'est pour vous. Vous pouvez accéder à la liste sur startuplist.nextwave.ma. Je vous mets le lien exact dans la description. Et sur ce, on peut revenir à l'épisode. Tu disais que ça faisait 15 ans que tu entreprenais au Maroc. Qu'est-ce que tu as appris sur le marché? Quels sont les conseils que tu donnes lorsque tu rencontres quelqu'un qui est en train de lancer un projet ou qui réfléchit à lancer un projet? Euh, Quels sont les conseils que tu donnes, les difficultés que tu as eues et les leçons que tu en as tirées et que tu aurais voulu savoir en te lançant? Euh, Écoute, il y a beaucoup de choses. Je pense que pour répondre à ça, il faut voir souvent les raisons des échecs. Euh, c'est là où tu tires souvent des enseignements. Euh, je pense que la réponse dépend aussi de ton marché. Est-ce que tu adresses du B2B ou du B2C? Moi, je suis quand même plus enclin. Je pense que si t'es dans la technologie, dans l'innovation, c'est pas évident le marché du B2C. Ok. Ça nécessite beaucoup de fonds. Tu peux y C'est aller, mais il faut que intéressant. tu Moi, sois j'entends souvent très le contraire. costaud. Donc j'ai vraiment envie de savoir pourquoi. Parce que j'entends que le B2B, c'est compliqué parce que c'est difficile de convaincre les entreprises. Les temps pour avoir les contrats sont longs. Parfois, il y a des Oui, problèmes de recouvrement. Tu vois, il y a d'autres problèmes. Mais donc, je suis curieux de savoir pourquoi est-ce que toi, tu penses que c'est plutôt mieux d'aller en B2B. parce que en fait, alors le, le B2B te permet à moindre coût d'avoir plus de chiffres, d'accord? Donc moindre coût en termes d'acquisition. Euh, je pense que l'inconvénient que tu donnes, alors ce qui est certain, c'est que c'est dur le B2B au démarrage ici. D'accord? On n'est pas aux États-Unis où les mecs ils veulent tester les produits, ils vont te signer un contrat en 15 jours et tout. Donc c'est long, c'est difficile. Par contre, la contrepartie de ça, c'est qu'il y a quand même une belle fidélité des clients que tu trouves pas dans d'autres marchés. En fait, un moment où tu as créé la confiance, où tu as fait tes preuves parce que ton service il est bon. C'est le sous-jacent, hein, parce que si ton service est bon, tu as créé de la confiance, les clients B2B sont beaucoup plus fidèles que sur d'autres marchés. Donc en fait, tu vas grossir comme ça. Et finalement, on va beaucoup moins te mettre en concurrence sur la suite à partir du moment où t'as fait tes preuves, tu es dans les prix de marché et que la confiance a été créée. Donc oui, c'est long, mais en fait, la contrepartie, c'est qu'ils sont aussi plus longs à changer. Donc quand tu acquiers tes premiers clients, tu sais que quand même tu peux te baser là-dessus pour faire ton budget de l'année prochaine. T'es pas remis en cause à chaque fois. Ce qui est certain, c'est que euh, il faut. Moi, le conseil que je donne souvent, c'est qu'il faut toujours que tu aies à minima 6 mois de trésorerie devant toi.
Là où dans d'autres pays, tu pourrais te contenter de 2 ou 3 mois. 6 mois, c'est un trésorerie, tu veux dire minimum, dans hein. l'entreprise ou tu parles Ouais. personnellement d'économie pour vivre pendant six Bah, il y a mois? les deux. Non, personnellement, après, ça dépend, c'est quoi tu vois, ton type d'engagement que tu as en face. Si tu sors, que tu n'as aucune contrainte, que tu es seul, que tu étais étudiant, tu peux te contenter. Mais on va dire quelqu'un qui est dans la trentaine, qui a quand même un peu de contraintes. Non, moi je lui dis, il faut au minimum 2 ans de trésorerie perso devant toi. Et pour ta boîte, c'est à minima 6 mois. Pour la boîte, à n'importe quel Euh, moment, il te faut 6 mois de trésorerie. ouais, 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 ouais. Parce que honnêtement, alors le recouvrement, c'est un grand sujet. Moi, en 15 ans, euh, j'ai très peu d'impayés en fait, hein. Après, il y a eu des délais. C'est une question de temps, pas d'impayé. Donc Ouais, le risque, c'est de mourir avant d'être payé, quoi. C'est pas d'être payé. ouais, 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 franchement, franchement. Et puis, tu as des procédures qui existent. Après, tu peux avoir une boîte qui fait faillite, un client, mais bon, je veux dire, c'est pas ta majorité, sauf si tu les choisis mal. Enfin, tu vois, fais gaffe avec qui tu travailles. Tu vérifies quand tu connais pas la boîte, voilà, tu te renseignes, tu demandes à d'autres entrepreneurs s'ils ont déjà travaillé avec X ou Y, on te le répond vite, hein. Tu as des boîtes qui sont des très grosses boîtes au Maroc, qu'elles soient marocaines ou multinationales, on sait qu'il faut pas bosser avec. Et puis il y en a, au contraire, c'est hyper agréable. Donc, euh, donc voilà, et moi je préfère les boîtes B2B et en même temps j'adore les modèles B2C, Intéressant. mais pour moi il faut beaucoup d'argent pour y aller, quoi. Ouais, il faut beaucoup plus d'argent pour acquérir les clients, etc. Et c'est plus compliqué. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que le B2B, c'est dur d'avoir des clients. Enfin, ça a les avantages et les inconvénients, quoi. C'est-à-dire que c'est dur d'avoir les clients, mais ensuite tu les gardes. Et donc tu peux construire sur ça, sur la durée. Là où le Et je B2C, tu pense vas que le peut-être B2C avoir. c'est l'inverse ici. Les gens ils zappent Ils zappent d'un produit à d'un- l'autre facilement. hyper facilement, donc en fait tu vas mettre un coût d'acquisition fort. Mais si t'as pas la récurrence derrière, ça va te coûter. C'est pour ça qu'il faut y aller armé, quoi. Très armé. Ok. Comment est-ce que tu vois Enacle dans les 5 prochaines années? Si on refaisait un podcast ensemble dans 5 ans et que tu étais content de, tu vois, de là où vous en êtes et ce que vous avez accompli, qu'est-ce que ce serait? Comment tu vois la boîte dans 5 ans, vas-y? 5 ans, on est à peu près en 2030. Euh, on a déjà, on est dans à minima 3 autres pays présents, dont en Afrique, certains en Afrique. On peut éventuellement aller ailleurs, mais aujourd'hui, si on devait choisir, on irait certainement en premier pays en Afrique de l'Ouest. Donc, ENAC dans 5 ans, c'est 4 pays. C'est c'est une boîte rentable, mais jusqu'en bas. C'est-à-dire que pas juste marge brute, pas juste marge d'exploitation, où tu es même capable d'absorber les coûts de ton investissement technologique. Euh, et, euh, et voilà, et si je peux te donner une target de chiffres, dans 5 ans, c'est euh, à minima 100 000 usagers par jour. Et en termes de pays, euh, si tu devais cibler 3 4 pays, ce seraient lesquels? Tu disais, il y en a qui sont en Alors, Afrique, il y en a qui sont pas en Afrique. en fait, non, de manière proactive, si on devait ouvrir demain, on te dit, écoute, t'as pas le choix, tu dois ouvrir. On va soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire, en tout cas un pays plutôt francophone. Euh, Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire en fait, avant de viser des pays, il faut se dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est des villes. C'est-à-dire que c'est pas tant le pays, mais la structure de la ville. Est-ce que on cherche des villes qui grandissent vite, qui sont des vrais bassins d'emploi, c'est-à-dire où il y a vraiment des entreprises.
qui crée de l'emploi, où il y a énormément de mouvements pendulaires parce qu'il y a des quartiers excentrés, et où le transport public est en train de se construire ou de s'accélérer, mais qu'il ne couvre pas assez les besoins. Donc voilà, Ok, ok. on a l'Afrique de l'Ouest. En Afrique du Nord, il y a des pays, voilà, ça peut être Tunis, ça pourrait être Alger, ça pourrait être Abidjan, ça pourrait être Dakar. Euh, Ça, c'est des pays qui sont plus proches. Après, euh, il peut y avoir des opportunités qui font que tu vas dans des endroits où tu n'avais pas forcément prévu d'y aller en premier. Des opportunités, ça peut être quoi? Ça peut être justement des autorités qui décident de mettre en place un transport à la demande collectif dans leur ville. Et donc, ça peut être euh, Dubaï a lancé ça récemment. Il y a 3 opérateurs qui y sont. L'Arabie Saoudite aussi. Donc, le Middle East peut être un endroit. Ça peut être des pays dans le sud de l'Europe. Voilà, on se ferme pas de porte par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des opportunités qui fait que ta technologie, finalement, tu peux la Tu dupliquer peux et la ton mode dupliquer ailleurs. d'opération le mettre en place. Et tu vois, en disant ça, je pensais à autre chose. J'ai vu quelques exemples de boîtes tech qui sont très bien valorisées. Donc elles ont des stocks, des actions qui sont bien valorisées, donc ils vont aller racheter des boîtes un peu plus traditionnelles pour racheter leur portefeuille client, etc. C'est quelque chose qui est envisageable pour vous, parce que vous êtes une start-up, donc bien valorisée, vous allez continuer à lever des fonds. Et pour le coup, il y a beaucoup d'acteurs plus traditionnels qui ont des contrats avec des entreprises et qui font du transport tous les jours avec un certain nombre d'entreprises. Ça pourrait être envisageable d'aller de racheter une boîte traditionnelle? Euh, c'est pas quelque chose qu'on a envisagé pour le moment. Euh, La c'est difficulté, dur c'est de qu'on faire du rachète neuf avec le... du vieux. Ouais. Euh, Par contre, dans 5 ans, je repense à ta question parce qu'en fait, j'ai pas répondu à tout finalement. Euh, Dans 5 ans, c'est qu'on travaille avec, on a des vraies références, on travaille avec des villes, on a une offre complète de transport collectif à la demande. On peut envisager de se rapprocher de boîtes, soit qui font comme nous, mais bon, ça pourrait être dans d'autres pays, ou alors qui sont, euh, on a plein d'activités connexes qu'on peut développer, soit en interne, soit ça peut être en acquisition. Il y a des boîtes qui font des super apps de transport aujourd'hui. Tu as des entreprises. Tu vois, moi j'aime bien regarder il y a eu une acquisition récente, intéressante, en Espagne. Une boîte de TAD collective, donc proche de ce qu'on fait, qui a racheté une boîte qui fait du covoiturage. Alors, je ne dis pas du tout que c'est ce qu'on va faire, mais ça donne des idées parce qu'en fait, ça veut dire qu'on est sur un marché qui va commencer à se structurer, à se consolider, que d'un côté, tu as l'offre de transport individuel, de l'autre, tu as l'offre de transport collectif, mais à la fin, tout le monde se transporte. Donc, il peut y avoir pas mal d'activités connexes. Maintenant, partir d'une boîte tech qui prend une boîte tradi, je sais pas, je suis pas certain. D'ailleurs, je serais curieux si tu as des modèles, des exemples comme ça de secteurs où Ouais, ça. j'ai plus les noms en tête, mais j'ai vu passer des choses comme ça où ils se disent, en fait, ces boîtes-là ont déjà des clients et généralement elles sont beaucoup moins bien valorisées parce que c'est pas des boîtes Ouais, technologiques et donc ça peut faire sens. Maintenant, effectivement, c'est compliqué parce que, enfin déjà ça dépend des cas, mais dans votre cas, il faut racheter aussi l'infrastructure, les véhicules, etc. Vous n'avez pas forcément envie. Et ensuite, effectivement, d'un point de vue culture, c'est quand même très différent une boîte tech et une boîte traditionnelle. Ok, bah en fait, écoute ce serait Charles, plutôt l'inverse qui se c'est passerait d'ailleurs. Pardon. Oui, généralement, oui. Si la boîte est beaucoup plus grosse, La elle peut très racheter une boîte grosse tech, boîte effectivement. tradi de transport qui va. Je parle dans le transport, hein, bien sûr. Ouais, ouais, c'est clair. Bah écoute, Charles, merci beaucoup. Super intéressant. Je suis content Ben, d'avoir merci un peu beaucoup, mieux Mohamed. compris le modèle et qu'on ait deep dive dessus. Donc, merci beaucoup. Bah, Tom, ravi d'avoir échangé, puis à très vite. Merci.
Salut. Top. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.